Eh ben, bonjour, nous sommes Écrelinf sur BGP Music Live. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Et toi, Chloé, ça va bien? Ouais, ça va très bien, merci. Ok, super. Donc, Écrelinf, je prononce bien. Très bien, Écrelinf, ouais. Donc, c'est l'abréviation de Écrasons l'infâme. Exactement. Est-ce qu'il y a un fan de Voltaire parmi vous? Bon, on est tous fans de Voltaire. Pas un fan, est-ce que justement, fan, fanatique, voilà, on est plutôt voilà, récepteur voilà, à certaines de ses idées. Parce que souvent, souvent, quand cette citation a été créée, c'était plutôt pour lutter contre l'obscurantisme religieux. Je dirais pas que de nos jours il n'y a plus d'obscurantisme, mais bon, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment religieux, pas en Occident du moins. Donc, contre quoi est-ce que vous luttez au juste? Alors déjà, dans Écrasons l'infâme, c'est déjà l'infâme qu'on porte tous en nous. Donc ça, l'obscurantisme, si tu dis qu'il y en a moins, il y en a toujours, parce qu'on est tous sujet à. Et le premier à combattre, c'est déjà le nôtre, celui qu'on porte en nous, pour mieux le voir à l'extérieur et l'intégrer. Donc, et l'obscurantisme, pour moi, religieux qu'on voit, ou après ça peut être dogmatisme politique, ça peut être vraiment tout ce qui cristallise des idées comme quelque chose comme une pierre, voilà, qu'il ne faudrait pas détruire. Nous, justement, on dit, bah non, justement, il faut dépasser des fois les idées, les échanges, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et si on l'écrase pas, entre guillemets, en nous-mêmes d'abord, on ne va pas être capable de le voir à l'extérieur, parce que celui à l'extérieur a été créé d'ailleurs par des gens qui le portaient en eux-mêmes. Parce que finalement, on a tous des a priori. Effectivement. Personne n'a pas d'a priori, et le but c'est de savoir, d'en avoir connaissance pour pouvoir conscience, exactement, surtout la conscience de. En fait, on a tous construit d'a priori. C'est-à-dire, on a de l'inné de ce qui vient de l'éducation. Il y a aussi ce qu'on comprend des choses et qui fait que ça crée quelque chose d'assez unique et en même temps qui renferme, parce que souvent, après, on se raccroche à des personnes similaires à nous et c'est le gros souci parfois, parce qu'on peut tomber dans l'obscurantisme justement, ou le fanatisme, parce qu'on n'a qu'une vision des choses. Alors que justement, il faut se nourrir de tout ce qu'on a. On a une chance énorme, c'est d'avoir accès à la littérature, au cinéma, à plein de choses. Et justement, la sensation qu'on a eue, et Écrelinf, entre guillemets, porte bien son nom maintenant, c'est simplement parce que on a l'impression que pas mal de gens se recroquevillent. Donc c'est lié également au Covid, sans doute. C'est lié également à tout ce qu'on nous envoie comme mauvaises ondes. Il suffit de regarder les infos pour avoir envie de se suicider. Donc faut être totalement logique. Et donc tout ça contribue en fait à un malaise qui fait qu'on s'enferme les uns avec les autres. Et on nous pousse aussi à ça, c'est-à-dire que je veux pas créer une théorie, mais quand on voit qu'on peut tout commander chez soi, qu'on n'est même plus obligé de sortir, en fait on est véritablement en train de partir dans quelque chose d'obscur qui est tu travailles, tu consommes, tu te tais, tu restes chez toi. Voilà. Et il faut sortir de tout ça parce que justement on a un fanatisme religieux qui vient de plus en plus fort. Tu disais que ça existe de moins en moins, mais au contraire il a plein de formes qu'on n'avait pas avant et qui font qu'à un moment donné c'est inquiétant dans sa globalité, ne serait-ce que le fanatisme aussi politique de certaines personnes qui poussent à des bêtises et des aberrations. Donc justement, écraser l'infâme, c'est aussi ça, c'est aussi se dire je vais prendre du recul sur ce que je suis en train de lire ou de ce que je suis en train d'entendre pour justement me faire ma propre idée et d'essayer non pas d'évangéliser les autres, mais de me construire moi-même quelque chose de tolérant. Parce que ce qui me manque maintenant, on a de moins en moins de débats entre les gens. On a des gens qui ont des idées très arrêtées les uns avec les autres et qui font qu'ils ne se confrontent plus pour les bonnes raisons. C'est quelque chose que j'ai pas mal vu dans vos paroles, l'importance d'avoir sa propre opinion, d'avoir un esprit critique. Des débats, après, il peut y en avoir. C'est juste que des fois, les gens ne s'écoutent pas. Ils vont écouter pour contrer. C'est des joutes verbales, donc c'est genre je t'écoute, mais c'est juste pour préparer mieux ma réponse et pour contrer ce que tu es en train de dire. Mais on voit bien, même sur les débats télévisés ou à la radio, les gens, le but c'est de se faire valoir ses opinions. En fait, il y a toujours un côté, c'est un côté identitaire. On s'identifie tellement à son opinion que si je suis capable d'accepter celle de l'autre, moi j'existe plus. Donc du coup l'ego vient là-dessus, dit mais attends, moi je veux exister. Donc même si je suis d'accord avec l'autre, j'ai quand même trouvé quelque chose, une parade pour amener quelque chose d'autre et dire que tu penses bien mais pas trop. On essaye toujours de nuancer. Et donc nous on se dit des fois on a des débats, on se regarde, t'es d'accord? Ah bah oui je suis d'accord, point, et voilà. Je vais quand même vous faire une petite présentation quand même. Donc vous êtes un groupe de black metal, si je dis pas de bêtises, vous êtes 5. Oui. Vous allez sortir un album le 22 mars, oui. 8 titres, s'appelle PLR. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette présentation?
Bah non, enfin, on invite tout le monde à écouter. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté. Oui. Vous êtes des privilégiés et tout. Je sais pas ce qu'on pourra rajouter dessus. En tout cas, ça fait maintenant 1 an qu'on prépare cette sortie. Elle a été créée en 2021, c'est ça? Alors, début 2021, on va dire, je sais pas quand est-ce qu'on avait le nom, mais bon, bref, le groupe a été créé en 2021, effectivement. Mais là, ça fait 1 an depuis le studio, la préparation studio, c'était début de l'année dernière. Donc là, on arrive à 1 an jusqu'à la promotion aujourd'hui. Vous avez tous roulé votre boss dans votre coin avant de vous rencontrer? Oui, un peu. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous avez eu l'envie de jouer ensemble? Justement, on entend les sirènes, c'est que je l'ai rencontré au commissariat et j'ai dû payer sa caution. Non, mais en fait, on jouait déjà ensemble dans un ancien groupe qui s'appelait Jarel, qui était un groupe de death mélodique à l'époque. Je dis à l'époque parce que après on s'est séparés il y a 15 ans et on s'est retrouvés il y a quelques temps là, alors qu'on se parlait plus du tout, comme quoi des fois les choses arrivent. Et donc on n'a pas monté le groupe tout de suite, c'est-à-dire que moi j'avais d'autres groupes à côté, donc j'avais pas forcément le temps. Dorian avait complètement arrêté la musique, il a repris sa guitare, il a composé un petit peu dans son coin. Et donc on a rediscuté, etc. parce qu'il a fallu qu'on se mette plein de choses, alors t'aimes bien que cette expression, dans la gueule, c'est-à-dire que... c'est la ou c'est autre chose? Non, pas du tout, c'est-à-dire qu'il a fallu véritablement qu'on se dise ce que chacun avait ressenti de la séparation. C'est le moment émotion, attention. Et par conséquent, de se dire, voilà ce que j'ai compris moi de la situation, toi ce que tu as compris. Et il faut pas oublier qu'on n'avait même pas 30 ans quand ça a explosé. Et que il y a des erreurs qui ont été faites de part et d'autre, et donc de l'incompréhension. Et donc ça converge un peu avec nos textes, etc. On s'est dit, oui, prendre du recul et des fois s'expliquer, mais sans animosité, ce qui est toujours dur à faire quand on est sur le vif. Donc là, on a eu cette redécouverte l'un l'autre, chacun avec nos familles, avec des enfants, avec un autre travail, avec plein de choses, voilà. Donc ça aide aussi à prendre du recul et puis à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on a vécu à l'époque où on n'avait pas du tout... on jouait notre vie à l'époque, c'était étonnant. C'est-à-dire que on était jeunes et donc on voulait vraiment tout faire à fond. Et qui n'était pas forcément l'idéal pour tout, que ce soit en excès de drogue, d'alcool, de plein de choses. Donc là, tout ça, une fois que tout ça est posé, et que c'est pas qu'on est assagi, mais c'est que simplement maintenant on se connaît mieux. Donc c'est plus facile d'échanger pour derrière créer quelque chose. Alors quelque part... notre vie à nous personnelle. Notre vie personnelle... on cherche pas à faire... Non, on joue notre âme avant tout. C'est-à-dire que là, on partage vraiment notre vision, comme un Polaroid qu'on aurait eu, et on a envie qu'elle soit le plus compris. C'est le gros souci, de se faire comprendre. Et derrière, de véhiculer la musique, tout simplement, parce que... quand je disais qu'on jouait notre vie avant, c'est parce qu'avant on voyait que la musique et on voyait pas autre chose, quoi. Et là maintenant, on a pris un peu plus de recul et puis on fait les choses de manière très professionnelle, mais par contre on les maîtrise. Alors qu'avant on les maîtrisait pas, on avait des interlocuteurs qui nous disaient où aller, quoi faire, et donc à des moments, on n'est même plus nous-mêmes vraiment maîtres de ce qu'on fait, sa musique. Voilà. Donc c'était un peu compliqué à l'époque. Et question que je pose souvent, surtout aux groupes comme ça qui sont rencontrés qui ont commencé sur le tard par rapport au reste de leur carrière, c'est quoi votre astuce team building en fait pour faire en sorte que ça marche? L'astuce team building, on se fout sur la gueule. Non, je dirais des bons repas déjà, parce qu'il faut bien manger. Et puis une fois qu'on a bien mangé, c'est énormément d'échanges et de discussions. Alors pas de discussion sur comment on va faire les choses, mais justement parler de toute autre chose pour que ça nourrisse après la musique. Je pense que c'est vraiment... Il faut apprendre à connaître les autres pour éviter de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes qui se séparent parce que tout le monde est d'accord sur l'idée de départ de faire de la musique, mais après quand on est sur la route et tout, quand on ne dort pas, quand on boit beaucoup, quand il y a plein de choses comme ça, ça fait ressortir des choses de l'humain qui sont pas tout le temps agréables à voir et qu'on ne supporte peut-être pas, qu'on supporterait pas soi-même, quoi. Et donc tout ça, il faut en parler avant, il faut partager tout ça, et c'est là où, oui, effectivement, sur le tard, toutes les grosses bêtises, on les a faites avant quelque part, et maintenant, on fait attention et on ménage la chèvre et le chou, quoi. Parce que pour le coup, on évite d'être complètement à l'arrache, quoi. C'est vraiment ça aussi. Ça, c'est la clé pour moi, de pas faire les choses à l'arrache,
mais de bien poser. Là, on vous a dit que ça faisait 1 an qu'on était sur la composition, etc. Mais c'est tout un travelling aussi sur la discussion de la pochette, sur les textes, que chaque membre du groupe les comprenne et les prenne pour lui, parce que c'est ça aussi qui est important. Donc voilà, ça prend du temps tout ça, de construire. La pochette, c'est toi qui les as faites, oui, c'est ça, j'ai bien compris. Et tu faisais ça depuis longtemps, hein, tout ce qui est graphisme, artwork, comme ça? Oui, enfin moi c'est vrai que c'est par la musique. En tout cas, je suis venu à l'infographie, donc parce que je commençais avec mon premier groupe quand j'avais 16 ans, je commençais déjà à faire les premières artworks. Donc pour moi c'était naturel qu'on les fasse, et la démarche, comme l'a dit Chris tout à l'heure, c'était tout faire nous-mêmes. Le clip c'est pareil, on l'a fait nous-mêmes, et on a voulu vraiment respecter tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, hormis le studio parce que ça il fallait qu'on se fasse aider, et en tout cas on a passé une très bonne expérience avec Edgar à son studio, mais tout le reste, tout l'univers, on voulait rester aussi propriétaire de ça. Et en plus pour garder une certaine réactivité quand voilà, nos partenaires nous demandent des visuels, soit personnalisés ou pas, mais en tout cas qu'on puisse délivrer facilement, mettre à jour facilement aussi des visuels. C'était plus réactif comme ça, plutôt que de demander à des prestataires. Alors après on aurait pu, mais voilà, c'est du temps à passer, c'est encore la gestion de projet, c'est encore courir après les adresses. C'est un budget aussi, hein. Et puis c'est un budget aussi, mais là on voulait vraiment avoir la maîtrise de l'univers. Ouais. Tu parlais un peu de composition tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas vu particulièrement entre le dossier de presse et j'ai pas vu les crédits. Alors qui est-ce qui compose, qui est-ce qui écrit les paroles C'est une co-conception avec Chris. Alors moi je suis plus dans la composition, Chris est plus dans les textes, mais il y a des interactions, lui il va apporter certains arrangements des fois sur des parties comme ça de composition, et puis moi au contraire, voilà, il y a certaines parties de texte, je dis tiens attends, si on met tel mot comme ci, telle rime, etc., ça fera mieux. Donc c'est une co-conception vraiment, donc les crédits, on va dire, c'est plutôt nous deux. Il y a Jou à la basse aussi qui a apporté son édifice voilà, enfin la pierre à son édifice plutôt, et du coup à l'édifice, je perds mes mots. Je sais pas de quoi tu parles quand tu dis son édifice. À la pierre. Non, tu me reparleras de ça. Je fais un lapsus. Non, quand tu penses à lui, tu le vois nu tout le temps. Hein. D'accord. Bon. On va pas dévoiler les coulisses et tout. D'accord. Non, et puis on a Jean aussi au clavier, voilà. Qui jouait avec nous à l'époque aussi dans Jarel, et qui lui, pour la petite histoire, a eu 1 mois pour faire tous ses claviers parce qu'on s'est recroisés par hasard dans un concert. 1 mois avant le studio. 1 mois avant le studio. T'as bien bossé du coup. Ouais, il bosse toujours bien, Jean. En fait, il nous a dit moi, je fais plus de musique. Tout ce que je referai, c'est un groupe de blagues. On s'est regardé. C'est le destin. Voilà. Et on lui dit écoute, t'as 1 mois. Il fait quoi? On rentre en studio dans 1 mois. Il était complètement surpris. Et ensuite, voilà, je lui ai envoyé les maquettes. Et en fait, il a dit banco, j'y suis. Et puis Rémi a fait les parties batterie aussi également, lui à distance parce qu'il est de Nice. Ouais. Et donc tout ça s'est fait. Voilà, c'est pour ça que tout prend un peu de temps aussi, mais qu'on a eu le temps de bien réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et côté composition, c'est quand même surtout en termes de composition, même de musique, c'est quand même assez sombre. Est-ce que c'est cathartique en fait? Est-ce que la composition et l'écriture de cet album a été cathartique? Si, ouais, complètement. Oui. Ça a été une aventure humaine. Là, on pose des choses qui viennent du plus profond. Ça permet aussi d'évacuer un petit peu, d'exprimer. Alors, tout n'est pas sorti, hein, mais... Il y a quoi faire d'autres albums, c'est ça? Ouais, mais c'est surtout que, très clairement, on a vraiment beaucoup donné parce qu'on voulait... on n'avait pas d'idée préconçue de ce qu'on allait faire. Mais par contre, derrière, on voulait avoir une teneur assez forte et assez intense. Et sincère. Et de la sincérité avant tout là-dedans. Et Belluaire, c'est un gladiateur. C'est le gladiateur qui combattait les fauves. Exactement. Alors, aucun de nous deux. Hein. Et les deux en même temps. Voilà. On a chacun nos fauves intérieurs. Donc, c'est aussi l'idée. C'est combattre nos animaux sauvages qui sont à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté de la pièce qui est l'artwork. C'est-à-dire que globalement, on a le visage de combat externe et aussi également de combat intérieur pour aller combattre l'extérieur. Donc il y a les deux côtés d'une pièce, c'est-à-dire que voilà, on est toujours sur cette ambivalence où on peut être le fauve, comme à un moment donné, on peut être le gladiateur, en fonction de la situation qu'on vit. En fait. Et donc il y a un peu tout ça dans les textes, un petit peu torturé à certains moments sur pas mal de choses. Et est-ce que par exemple sur certains titres, par exemple si on prend La danse des crânes, on entend de l'accordéon, est-ce que vous avez vraiment fait appel à un accordéoniste ou est-ce que ça va être du numérique? Alors nous on avait à cœur de faire jouer les instruments, c'est-à-dire que même si on s'est aidé de numérique pour la prise de son, etc., on ne peut pas tout renier, mais on a voulu, en fait c'est Dorian qui connaissait un accordéoniste. Adrien, voilà,
et qui est extraordinaire parce que c'est quelqu'un en fait qui a énormément de métiers dans la musette, dans énormément de choses. Donc quand il est arrivé en studio, il nous a joué la partie en différents styles, en quoi. roumain, en slave, en Tina Turner. Il dit que je fais. Ah ouais, non, il en avait. C'est-à-dire que même lui, en fait, et c'était la richesse entre guillemets de l'apport qu'il a eu, il nous a montré une vision différente du morceau à chaque fois. Quand tu la joues façon irlandaise, tu te dis tiens, c'est marrant. Et puis après, direct, il l'a fait à la franchouillard et tout. Dit ah ouais, quand même, mais là, on sent les bottes un petit peu, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Donc pour le coup, ouais, on a vraiment eu cœur de faire jouer les instruments. Oui, puis c'était important de mettre de l'accordéon sans que ça soit un VST ou un plugin. Je voulais entendre vraiment le soufflet de l'accordéon jouer. D'ailleurs, on l'a laissé traîner sur la fin parce qu'on entend vraiment l'instrument en lui-même. Du coup, en le laissant traîner comme ça, on se rend bien compte que la composition en 3/4, du coup, c'est ça. Une basse. Est-ce que vous avez déjà essayé de danser dessus? Non. Sur ce morceau? Non, on n'a pas essayé. Mais... Vous allez essayer plus tard, peut-être. T'as essayé, toi? Parce que moi, je veux la vidéo. Oui, je veux bien voir ça. Non, en tout cas, c'est vrai que la fin de ce morceau fait un peu taverne, quoi. C'est un peu comme ça qu'on l'a vécu. C'est un peu ce côté... je vais citer Michel Sardou, je suis obligé là, mais là Java de Broadway pour le coup, on est un peu dans cet esprit-là. Pour le coup, c'était pour rappeler un peu l'inné que chacun a. C'était un petit peu notre clin d'œil par rapport à nos ancêtres, par rapport à toute une France globale dont on est héritier tous, et qui fait que voilà, c'était un petit clin d'œil, voilà, tout simplement, de se dire qu'on se renie pas, mais on apprend à vivre avec. Et voilà, c'est ça. On intègre en tout cas notre passé. Et est-ce qu'il y a un fil rouge un petit peu dans l'album? Est-ce que vous l'avez construit comme un concept d'album ou c'est juste une idée générale vous avez essayé de transmettre sans pour autant vous forcer à rentrer dans un moule particulier? On a créé notre moule, je pense que c'était ça l'idée, c'est de créer vraiment notre moule. Et le fil rouge, s'il y en a un, donc tout ce qu'on voulait c'était parler à l'âme de façon générale, déjà à nos âmes et à l'âme de façon générale, donc c'est pour ça qu'il y a des thèmes qu'on va toujours essayer de tordre pour pouvoir rentrer ça dans notre ligne éditoriale, si on peut parler de manière littéraire. Et donc, si, c'est quelque chose qui en tout cas continuera par la suite. Ok. Et concernant, je reviens un petit peu sur la composition ou même sur l'écriture. Par rapport à ce que vous avez fait dans vos anciens projets, Jarel par exemple, est-ce que vraiment le mode de composition et d'écriture sont vraiment différents? Est-ce que vous avez travaillé différemment? Alors pour le coup, non, on a retrouvé les automatismes de Jarel en fait. C'est-à-dire que c'est un peu le côté vieux couple, quoi. Voilà, on s'est mis tous les deux à écouter les titres et à les retravailler ensemble. Et on a retrouvé nos méthodes de travail en fait. Globalement, il n'y a pas eu de grosses surprises. La seule nouveauté, c'est que tous les deux, on était beaucoup plus tranchés sur ce qu'on attendait, donc les choses allaient beaucoup plus vite à certains moments. Ça allait très vite. Ouais. Oui, la composition, des fois, il y a des parties pris qui ont été assez rapides à trouver. Il n'y a pas eu de... Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais en tout cas, nous, on n'a pas... Dès que c'était trop forcé, on a jeté, en fait. Non, on voulait que ça soit fluide. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a cherché. Je me suis mis au black metal, mais de manière assez récente, mais il y a, je pense, un an et quelques. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que... Encore, je suis pas familière avec tous les mécanismes. Mais oui, ça me semblait assez naturel. C'est ça, c'était l'idée. Vraiment que tout vienne d'une manière naturelle. Parlons d'autre chose un petit peu maintenant, parlons un peu de la scène métal en général en France. Est-ce que justement par rapport à vos débuts, à vos anciens projets, est-ce que vous avez senti une différence dans l'industrie, une différence dans la façon de faire du live? Tu parles en France ou peu importe Principalement en France, mais après vous pouvez dire... Par rapport à nos débuts, parce qu'il y a eu l'apport du numérique, je pense que ça a beaucoup changé la physionomie et en tout cas la manière d'aborder, ne serait-ce que la production d'albums. Le live, ça a aussi changé, alors pour le coup c'est un peu plus dur des fois, j'ai l'impression que le confinement est passé par là. Sortir, voir un concert, après maintenant il y a le prix, des fois c'est pas forcément gratuit. Il y a une vraie différence, beaucoup plus de projets se font à distance aussi. Alors nous, justement avec Rémi qui est à Nice, donc malgré le fait qu'on se soit vu quelques fois, il a fait ça à distance, donc on a quand même utilisé ce biais-là, et tant mieux, parce que c'est quand même un levier qu'on a pu utiliser nous-mêmes. Cependant, il est important pour nous de quand même faire de l'humain, et en tout cas d'avoir des réels échanges. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la physionomie a beaucoup changé dans les groupes. Il y a beaucoup de groupes qui, des fois, les membres habitent vraiment d'une manière complètement... c'est limite l'anarchie. Il y en a qui habitent en Belgique, l'autre habite en Espagne, et puis ils font un projet.
Ça, c'est quelque chose qu'on recherche pas, c'est pas vraiment quelque chose. Nous, on cherche encore la vie de groupe qu'on veut avoir quand on va partir, voilà, en tournée, en concert. Vous voulez faire bande de potes et pas seulement un collègue. C'est une aventure humaine, on veut pas, voilà, de mercenaires, voilà, c'est l'idée, quoi. Donc, ouais, pour moi, ça a beaucoup changé. Et puis bon, les productions, donc pour parler des productions, ça a beaucoup changé par rapport à notre époque. Il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que c'est étonnant. Après, il y a Internet qui fait qu'on est au courant de tout ce qui sort. Alors qu'avant, il fallait chercher dans des fanzines, savoir ce qui sort sur les catalogues. On allait, je sais pas, à la Fnac ou à Givert, on disait qu'est-ce qu'il y a. Le problème, c'est qu'on est noyé un peu. On est noyé. Non, mais ça, c'est vraiment un constat. Des fois, c'est dur de tout digérer. Et des fois, on passe à côté de trucs merveilleux, c'est sûr. Et c'est juste qu'on n'a pas le temps de tout écouter. C'est ça que j'adore aussi dans ce projet-là, c'est que du coup, ça permet d'être tenu au courant régulièrement de ce qui sort. Voilà. Mais bon, faut suivre. Hein. Si on veut tout écouter, on n'aurait même pas le temps d'une journée pour écouter tout ce qui sort en une journée. Donc, dans ce qui pourrait nous intéresser déjà. Donc, et tant mieux, c'est bien, parce qu'avant, on allait chercher des groupes qui étaient très lointains. Et quand on tombait, on a l'impression d'avoir fait une chasse au trésor, on est tombé sur une pépite. Et là, aujourd'hui, non, on n'a pas cette impression de pépite qu'on vient de trouver. On nous l'a donné de toute façon. Donc, tiens, prends ça, on se connecte, vas-y, prends ça, écoute. Donc, ça a changé beaucoup. Ouais. Bah, c'est vrai qu'avant... non, on peut pas dire ça, parce que ça a révélé quand même pas mal de bons groupes aussi, Internet. Oui. Mais je me rappelle d'une époque, dans les années 90, où quand on voulait commander, on avait un petit livret où on avait une description, on n'avait pas écouté la queue d'une note. Voilà. Et des fois, c'était un petit peu comme un chocolat, c'est-à-dire qu'on achetait le CD parce que c'était marqué Epic Black Metal machin, et qu'on arrivait là et on entendait une sombre bouse. Ouais. Mais on était content de l'avoir parce qu'après la bouse, on la prenait, on disait à ses copains, il n'y a que moi qui le laisse. Ouais. Et donc, non, c'était assez drôle quand même de voir. Et moi, je trouvais ça magique parce qu'il y avait un côté, un peu Kinder Surprise à des moments. Et c'est là où moi ça me manque un petit peu ce côté découverte, parce que avant on sortait beaucoup plus, parce que c'était le moyen d'aller voir ses potes. C'est-à-dire que les concerts, mais on a eu une bonne période aussi dans les années 2000, on avait plein de choses, ça explosait, donc on sortait partout, il y avait plein de choses. Là maintenant il y a plein de choses, mais elles sont compartimentées, parce que moi je me rappelle pas avoir réfléchi à des moments, j'étais pas forcément sur Paris, mais même en Ile-de-France, dans la banlieue, on allait voir un concert de métal, on s'en fichait de ça, c'était du black, du death, du quoi que ce soit. Quoi. Là maintenant, attends, je vais regarder le style, après une fois que j'ai vu le style, bon, je connais qu'un groupe sur les trois, et puis bof, ça devient compliqué en fait. Je sais pas si c'est du snobisme, je pense que c'est juste qu'il y a trop de choix, mais à la rigueur c'est génial parce qu'au final ça remet de la valeur à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choix que quand ton album fait mouche, d'un coup tu touches beaucoup plus de monde qu'avant aussi. Oui, c'est vrai aussi. Donc on peut pas renier ça, c'est-à-dire que à l'inverse, quand tu as fait un album qui passe au milieu de tout, c'est plus compliqué. Mais c'est bien, moi je trouve qu'il n'y a pas que du négatif. Le seul point que je trouve négatif, c'est les concerts où maintenant je vois plus la même bonhomie qu'avant. Je trouve que ça devient des mecs qui croisent les bras et qui écoutent, regarde, il va faire un pain et tout. Ah bon, on s'en fout. À la base, on était là pour écouter des concerts, quoi. Ouais, c'est vrai. Et là, des fois, je citerai pas de nom de groupe, mais quand on arrive et puis que on voit les mecs qui jouent et que c'est parfait comme sur album, et qu'à un moment donné, on se retourne. J'ai écouté le CD, quoi. Et en fait, on fait c'est le CD qui est diffusé sur scène, quoi. Et les mecs ont fait du playback devant toi, et t'es là, tu dis waouh, d'accord. Ah, le son est propre, hein, personne. Ça fait illusion, mais du coup, on dit il se passe rien, c'est bizarre. C'est-à-dire que pourtant, c'était même pas les pots de la batterie, quoi. Tu te dis, tu vois le mec jouer, mais tu l'entends pas, c'est marrant quand même. Mais bon. Et à part le concert un petit peu, est-ce que vous voulez, parce que vous avez créé votre moule visuel et musical dans cet album, est-ce que vous voulez créer un autre moule aussi pour la scénographie, pour le live? Là, c'est en préparation, alors du coup, il n'y aura pas de date à la sortie de l'album. Ça se fera plus tard dans l'année, parce que là, pour l'instant, on prépare beaucoup de choses sur ce terrain-là. On s'est dit, là, il y a la promotion, on ne peut pas tout préparer, on ne peut pas être partout. Donc, du coup... On vend du rêve, on peut l'inspirer derrière. Ah bon? On vend du rêve? On prépare plein de choses pour non, mais on prépare, on se prépare pour la scène, on se prépare, faut qu'on pense à toute notre scénographie, comment on veut aborder les choses. C'est quelque chose de plus naturel, c'est quelque chose de plus travaillé, On a plein de pistes, mais on n'a pas encore tranché là-dessus. Sur le live, là, en ce moment, c'est la principale source de revenus aussi des artistes. Donc,
Effectivement, mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir la continuité des artworks, etc. C'est-à-dire d'essayer de prendre le temps de faire les choses. Parce qu'il y a aussi un gros défaut de la période dans laquelle on est, c'est que tout va vite, en fait. Et l'idée, elle n'est pas là, c'est de prendre le temps pour proposer quelque chose qui nous convienne à nous aussi, avant d'être dans l'obligation de faire quelque chose. Et on veut prendre ce temps-là, on veut prendre le... C'est les erreurs qu'on commet tous dans les groupes. On veut aller trop vite parce que c'est bien, il y a une émulsion, puis on a envie d'y aller, quoi. On a envie de foncer, mais des fois en fait on va trop vite et on en oublie l'essentiel. Et là justement on a envie de se concentrer sur l'essentiel et c'est de se faire plaisir et derrière que ce soit communicatif. Même dans la noirceur, hein. Je te vois me regarder en disant faire plaisir, le mec, voilà son album. C'est pas vrai. Mais non, mais voilà, en tout cas, c'est assez sombre, mais effectivement, faut pouvoir le retranscrire correctement. Et souvent, les personnes qui font la musique la plus sombre sont les plus joyeuses en interview, hein. C'est rarement l'inverse. Eh ben, je sais pas. Moi, il me force à pas rigoler sur les photos. Il m'arrête, tu rigoles encore là. Quand on nous dit de pas rigoler, c'est là où t'as envie de rire. Ah non, mais exactement, c'est horrible. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais d'ailleurs les photos, nous généralement on voit pas nos têtes parce que c'est beaucoup plus pratique. Et voilà. Non, moi c'est pas du tout mon truc, hein. La surexposition ou même on aurait pu faire les interviews avec des cagoules, je l'aurais fait, hein. Mais moi j'aime pas du tout ça, donc pour le coup. Avec un vocodeur, tu sais, histoire qu'on oui, pas voilà. voix non plus. Exactement. Bon merci de nous avoir raconté. Merci Chloé. Merci beaucoup.